Écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse exceptionnelle sur le papier, puisque elle n'est pas si exceptionnelle, puisqu'il commence à y en avoir beaucoup, mais elle est exceptionnelle vu la thématique abordée. Si on m'avait dit qu'un jour j'aborderais une telle thématique, je n'y aurais pas cru, mais le problème est que je suis devenu beaucoup trop fan de la saga James Bond. Les romans, les films, et ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je pars d'un principe, donc je suis déconnecté de toute logique générationnelle. J'ai vu des James Bond de Sean Connery avant, j'ai vu les James Bond de Pierce Brosnan avant. Pour moi, le meilleur James Bond de tous les temps, le plus représentatif de ce qu'il est dans les romans, c'est Daniel Craig. Et le meilleur film James Bond de tous les temps, c'est Casino Royale. Et la thématique de cette analyse, c'est Casino Royale. Casino Royale, c'est une œuvre qui est exceptionnellement profonde, qui a bouleversé le monde entier. C'est quand même rare qu'un roman sorti d'un pays, adapté en film quelque peu de temps après, bouleverse le monde entier. C'est qui ne connaît pas James Bond? Jusqu'en Afrique, il est connu. Jusqu'en Asie, il est connu. Amérique du Sud, Amérique du Nord, France, alors que c'est quand même notre rival suprême, puisqu'il fait partie de la perfide Albion. Je plaisante, bien évidemment. Mais il y a des œuvres qui s'inscrivent dans leur époque. Voilà, il y a des œuvres comme ça qui sont marquées dans leur époque. Et il y en a d'autres qui la définissent, l'époque. Qui la définissent. Et Casino Royale, premier roman d'Ian Fleming, du coup, c'est l'auteur de toute cette machine qu'on va analyser. C'est un roman qui est publié en 1953. Ce Casino Royale, il appartient à la seconde catégorie. C'est quelque chose qui a défini une époque. Quand même défini ce qu'était la masculinité à un moment T, quoi. C'est quand même pas rien, si je peux me permettre. À première vue, il s'agit d'un récit d'espionnage. Il y en a plein à l'époque, et il y a deux grands récits d'espionnage britanniques de gens qui ont compris ce qu'était l'espionnage, puisqu'ils ont une expérience sur le sujet, une expérience militaire aussi. La première, c'est James Bond de Ian Fleming. La deuxième, c'est The Prisoner, la série. On passera pas sur les... On fera peut-être une analyse du prisonnier un jour, parce qu'il y aurait vraiment à dire sur le contrôle mental et la profondeur et ce qui est dit, ce qui est révélé en fait dans cette série qui est Le Prisonnier, qui est pour moi la plus grande série de tous les temps, en termes de profondeur et de ce qu'elle apporte, et de précision. Mais James Bond, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand public, mais pas moins profond pour autant. Ce sont deux œuvres sur l'espionnage qui sont extrêmement profondes, chacune à leur manière. Et là, on va parler du coup de James Bond. Donc on laisse Le Prisonnier de côté. À première vue, oui, je dis, c'est un récit d'espionnage. Il y a quoi? Un agent britannique, le MI6, James Bond, qui est envoyé en mission pour affronter un adversaire dans un cadre qui est très feutré, des hôtels de luxe, des tables de jeu, etc. Ce qui était pas crédible, qui n'est toujours pas crédible entre guillemets. Vous savez, quand vous allez à la DGSE, pour nos amis qui veulent rejoindre les services, on vous dit ah c'est pas James Bond, c'est pas si, mais James Bond est fondé sur un personnage extrêmement réel. Donc on va y venir. Avec ce roman, Ian Fleming ne se contente pas de raconter une histoire. Il va introduire une figure qui va marquer tout l'imaginaire mondial, particulièrement occidental mais mondial, je l'ai dit. James Bond devient rapidement bien plus qu'un personnage de fiction. Quand le roman est publié, ça cartonne et le film va tout bouleverser. James Bond, il incarne une forme de masculinité spécifique, située historiquement certes, mais suffisamment puissante pour traverser les décennies. Je signale quand même que James Bond est un alcoolique, toxicomane au tabac, qui est quand même assez douteux sous bien des aspects. C'est un assassin, certes, légal et éthique dans le cadre de sa fonction militaire pour un État, mais c'est un tueur de sang-froid. Dans le contexte de l'après-guerre, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les repères traditionnels vont être fragilisés et que le Royaume-Uni voit son influence décliner, c'est la fin de l'Empire britannique, avec l'avènement aussi de la fin de la livre comme monnaie mondiale, avec le partage de la monnaie mondiale avec le dollar, puis le déclin pur, puisqu'il y a Bretton Woods qui arrive, et c'est la chute de la livre comme monnaie impériale mondiale. Donc là, le Royaume-Uni est déclassé, et en fait passe le flambeau de la géopolitique anglo-saxonne aux États-Unis. Je ne vous apprends rien, je pense. Et on est dans ce contexte-là, l'Angleterre, c'est plus que c'était, il faut dire ce qui est, encore moins aujourd'hui, mais rassurez-vous, la France non plus. James Bond va apparaître à ce moment-là comme une réponse.
Il est autonome, efficace, maîtrisé, capable de naviguer dans un monde profondément instable et non pas chaotique puisqu'il est ordonné, c'est le monde de la guerre froide, mais hautement dangereux et sous tension, sans jamais perdre le contrôle, ce James Bond. Il est toujours aux commandes. Toujours aux commandes. Il ne représente plus une puissance collective comme pouvait l'être l'Empire, mais une puissance individuelle, concentrée dans un corps, dans des gestes, dans une manière d'être. Vous allez me dire non, il représente le MI6, James Bond. Mais toute la saga de James Bond, c'est lui qui se rebelle contre le MI6, contre un commandement qui pourrait potentiellement être corrompu, en tout cas au-dessus du niveau du MI6, au niveau politique. C'est ça James Bond. C'est l'individu, c'est le triomphe de cet individu, mais quand même toujours pour les intérêts nationaux. Faut pas l'oublier non plus, James Bond est un patriote. Hein, on le dit quand même. Donc, cette masculinité de James Bond, particulière, elle est construite avec une précision aussi particulière. Elle va reposer sur un ensemble de codes. C'est le rapport au danger, le rapport à la violence physique. Alors, ce qui est très romancé dans les premiers films, hein, vous voyez, les coups de poing téléphonés, etc., il faut voir Casino Royale avec Daniel Craig pour voir la vraie violence de ce qu'est James Bond. Le mec, il jette des gens dans les murs, il passe à travers les murs, il noie le mec dans les toilettes, enfin, c'est sale, c'est la vraie violence. Il y a aussi une notion du plaisir, on voit que c'est un dégénéré complet, le James Bond. Il couche avec toutes les femmes, il n'hésite pas à coucher avec une veuve après qu'elle vienne perdre son mari pour avoir des renseignements, il n'a aucune morale, il n'a aucune espèce de morale. C'est un alcoolique notoire, en tout cas après qu'il perde Vesper, mais c'est aussi un homme de raffinement. Alors un raffinement, Eva Green lui dit dans Casino Royale, un raffinement qui est surjoué, parce que c'est probablement un homme issu d'une classe très populaire qui passe par Oxford et qui a besoin de faire un surjeu sur son apparat pour montrer qu'il est important et qu'il a monté de classe sociale. Voilà. Et avec des fancy watches, donc notre cher James Bond arborera tout d'abord de magnifiques Rolex, puis des Breitling, Seiko, Hamilton, j'en passe et des meilleurs pour aboutir chez Omega, Seamaster 300 mètres, la planète océan magnifique, et qui culminera sur la No Time to Die, et qui sera aussi représenté dans le jeu First Light, que je m'empresserai de faire ici, qui a l'air génial. Voilà, mais ça, ce n'est pas le sujet de l'analyse. Donc Bond, il tue, mais il choisit son vin, il choisit ses cocktails, il prend des risques, mais il respecte des rituels. Il agit dans l'urgence, toujours, mais avec une forme constante de sang-froid. Il n'a jamais l'air dépassé, James Bond. Même dans Casino Royale, quand on le voit lutter à mort contre un terroriste qui veut faire sauter un avion, il sait toujours quoi faire. Cette combinaison entre brutalité et élégance contrôlée devient l'une des signatures du personnage, et en fait, ça va bouleverser la masculinité moderne. Il faut quand même dire ce qui est. Elle oppose implicitement un modèle occidental fondé sur la maîtrise et la distinction à une menace extérieure souvent décrite comme opaque, désordonnée ou excessive, qui elle sera toujours dans l'excès, dans la méchanceté ou autre. Et James Bond va incarner un peu cette vertu occidentale contre la méchante Russie, puisqu'on est en pleine guerre froide, je vous le disais. Pas que la méchante Russie, ça va se diversifier un peu après. Et ce qui est génial dans Casino Royale, c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec GoldenEye, qui est le deuxième meilleur James Bond de tous les temps, et il me semble que c'est le même réalisateur, c'est qu'en fait, Casino Royale arrive à sortir James Bond du contexte de guerre froide, sans décrédibiliser rien du tout du propos. Et vous allez voir que le propos est bien plus profond qu'il n'y paraît. James Bond, c'est pas un film d'espionnage, les mecs. C'est du super espionnage, super génial, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Sinon, il y en a plein des films d'espionnage. Jason Bourne, vous avez tous les films sur la CIA, j'en passe des meilleurs, avec Al Pacino, là, quand il fait le truc du FBI. Bref, pourquoi ce personnage a tout bouleversé ? Parce que la thèse de cette analyse, c'est que le James Bond est un roman initiatique, universel. Il y a quelque chose de très étrange avec toutes ces symboliques, et on va les décortiquer. Voilà. Bref, à partir de Casino Royale, James Bond devient un archétype. Il influence non seulement les romans d'espionnage, le cinéma, la publicité, la mode. Vous voulez vendre un vêtement, mettez-le sur James Bond. Vous voulez vendre une montre, mettez-la sur James Bond. Alors c'est pas pour ça qu'à la base il portait des Rolex. Parce que Ian Fleming était fan de Rolex, il avait une Explorer, et il décrit littéralement que James Bond porte une Rolex. Donc la vraie marque de James Bond, c'est Rolex. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Omega a toute sa légitimité. Et James Bond représente un peu l'homme moderne dans la seconde moitié du XXe siècle. Il impose un style, une posture, une manière d'habiter, toujours confiant. Il rentre dans un restaurant, c'est comme s'il était venu depuis 10 ans, alors qu'il n'est jamais venu.
Être un homme, dans cette perspective, ce n'est plus seulement appartenir à une nation ou une classe, c'est adopter un certain rapport à soi-même, au risque physique important. Rappelez-vous ce que disait Churchill du risque physique, c'est la plus grande des vertus, le courage physique, au corps et au contrôle. Et pourtant, derrière cette apparente évidence, il y a quelque chose qui résiste, parce que Casino Royale, précisément parce qu'il est le premier, ne présente pas encore un Bond totalement stabilisé. Le personnage y est un peu plus vulnérable, plus exposé, soumis à des épreuves, tiens donc, qui ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques et très symboliques. Vous verrez de quoi je parle après. Ce que le roman va mettre en scène, ce n'est pas simplement un agent en mission, mais un individu confronté à une série de situations qu'il transforme. Vous verrez dans cette analyse que je vais surtout parler du roman, mais en fait, vous verrez que la plupart des scènes sont aussi dans le film. Je vous invite tous à voir le film avec Daniel Craig, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Et c'est à partir de cette tension, du coup, entre construction du mythe et mise à l'épreuve d'un individu, que le texte devient particulièrement intéressant. Et vous savez qu'on a déjà parlé de ça dans l'analyse Metal Gear Solid 3, puisqu'en fait, c'est la même thématique. Les symboles en moins. Parce que si Bond est devenu une figure culturelle majeure, Casino Royale peut aussi être lu comme le moment où cette figure se forme à travers un parcours qui dépasse le simple récit d'espionnage. Et c'est ça qu'on va examiner ici en posant l'hypothèse suivante. Derrière l'histoire d'un agent secret, d'un service spécial, puisque c'est bien un agent secret qui n'est pas censé être sur un payroll public, mais d'un service spécial et non pas un service secret, puisque le MI6 est un service connu de tous. Derrière cette figure, derrière l'histoire, se dessine une structure initiatique dont les logiques peuvent être rapprochées de certains schémas symboliques, et notamment, et c'est ma thèse, maçonnique. Je pense que Casino Royale est une œuvre maçonnique. Alors, pas au même titre que Die Zauberflöte de Mozart, qui est un opéra maçonnique littéralement, écrit par Schikaneder, au niveau des textes, mais au niveau d'un texte dont la portée symbolique était conscientisée par son auteur. Et on va retracer un petit peu le parcours de Ian Fleming. Si on veut comprendre Casino Royale, il faut d'abord revenir à son origine concrète, presque matérielle du coup. Le roman n'est pas le produit d'une longue maturation littéraire. C'est un geste d'écriture rapide, presque urgent, comme j'avais fait pour le journal de minuit. Ian Fleming commence à rédiger le texte en février 1952, en Jamaïque, dans sa propriété qui s'appelle GoldenEye. Et il l'achève en quelques semaines à peine. Et à l'époque, c'était papier-crayon. Cette vitesse, elle est essentielle parce qu'elle indique que l'œuvre repose sur un fond qui est déjà constitué. En fait, Fleming, il a un vécu. C'est tout simple. Quand vous voulez écrire des romans rapidement, je ne parle pas des essais, c'est autre chose. Il faut un certain vécu, une vision du monde qui est claire. Il faut cracher quelque chose. Fleming ne cherche pas encore à construire une mythologie complexe. Il va mettre en forme un ensemble d'expériences, de souvenirs, de fantasmes et de structures mentales issues de son passage dans le renseignement britannique. C'est un haut gradé de la marine, de la Royal Navy, Monsieur Fleming, un haut gradé. Son travail au sein de la NID, donc la Naval Intelligence Division, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là c'était pas un rigolo, il a fait la Seconde Guerre mondiale en tant qu'officier de renseignement, va jouer un rôle déterminant. Ce n'est pas un agent de terrain au sens strict, mais il participe à la conception et à la coordination des opérations spéciales. Je rappelle qu'une opération spéciale est une opération non conventionnelle, au contact direct de figures qui vont inspirer plus tard le personnage de Bond. Et ce qui va retenir de cette période, c'est pas seulement la dimension stratégique du conflit, mais aussi son caractère profondément ambigu. Une guerre où l'information, la désinformation, la manipulation et la mise en scène vont jouer un rôle aussi important que la force brute. C'était quasi une première. Il y avait déjà eu un peu de ça dans la Première Guerre mondiale. Mais une propagande de guerre aussi puissante que celle de la Seconde Guerre mondiale, avec le génie des nazis dans ce sujet, des soviets, des américains, des anglais, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Et ça le perturbe un peu, le Fleming, d'où l'importance de l'information et du chiffrement dans les personnages, avec Blofeld notamment, qu'on verra dans le film avec Daniel Craig aussi. C'est à partir de Spectre, justement. Casino Royale traduit ce déplacement. La guerre n'y est plus visible, mais elle est partout présente. C'est la guerre froide, c'est une guerre déplacée, codifiée, et elle est presque stylisée. C'est ce qui explique le choix central du roman. Faire reposer l'enjeu principal du jeu sur une partie de jeu.
Partie de poker. James Bond n'est pas envoyé pour assassiner directement son adversaire. Il est envoyé pour le ruiner au baccarat, ou au poker dans le film. L'idée est géniale parce qu'en fait, si on le ruine, on va pouvoir le contraindre pour nous donner de l'intel. C'est extrêmement bien écrit, ça ne pouvait venir que d'un agent de renseignement. Ce détail qui pourrait sembler anecdotique, il est fondamental. Il marque le passage d'un conflit militaire à un conflit symbolique. L'argent devient une arme, le hasard un terrain d'affrontement et la capacité de prise de risque de James Bond un atout majeur. Et la maîtrise de soi, c'est du coup ipso facto une condition de survie. Le jeu n'est pas un divertissement, c'est un dispositif où vont se concentrer les tensions politiques de l'époque. Parce que si le roman, il va s'inscrire pleinement dans le contexte du début de la guerre froide, Bond agit pour le MI6. Dans le film, la guerre froide est mise de côté, mais en fait, l'URSS est remplacée par le terrorisme avec un grand T. Donc la transition, elle est toute trouvée. La Russie n'avait pas encore regagné en puissance à l'époque. Bond va agir pour le MI6, du coup, contre un agent lié à Smersh, ou Spectre, qui sera Spectre dans les films, ou Quantum avant qu'ils aient les droits. Bon, on va l'appeler Smersh ici. C'est une organisation fictive, mais directement inspirée des structures soviétiques, ou aussi un certain symbole d'état hybride profond. Mais je ne rentrerai pas dans cette analyse-là. On est dans un moment où le monde bascule d'un affrontement ouvert à une opposition diffuse entre deux blocs idéologiques. La confrontation ne va plus passer uniquement par la guerre directe, comme vous le savez, mais par des opérations indirectes, des réseaux, des agents, des flux financiers et surtout une guerre d'influence majeure pour faire passer idéologiquement un État d'un bloc à l'autre. Même si on sait avec le recul que la guerre froide n'est pas une guerre idéologique dans le fond, mais une guerre géopolitique, puisqu'elle se poursuit aujourd'hui, pourtant le communisme est dead. Le fait que l'enjeu soit de déstabiliser un trésorier n'est pas anodin. Trésorier qui a un nom français, le chiffre, ou en anglais, le chiffre. Il s'agit de fragiliser une structure de l'intérieur, de toucher à sa capacité d'action plutôt qu'à son existence physique. Ce cadre géopolitique, il est inséparable d'un autre élément plus implicite, mais tout aussi structurant, le déclin de la puissance britannique. On en a parlé tout à l'heure. Fleming écrit à un moment où le Royaume-Uni n'est plus la force dominante qu'il a été. La Pax Britannica n'est plus là, on est passé à la Pax Americana. L'Empire est en train de se dissoudre. Il ne représente plus une domination territoriale ou militaire massive, mais James Bond incarne cette supériorité individuelle dont je vous ai parlé. Le style du roman, c'est pour ça qu'on reparle de ça, va participer directement à cette construction. Fleming accorde une attention extrême aux détails matériels. Les cigarettes que James Bond fume, les alcools qu'il boit, martini shaken not stirred, les vêtements, les voitures, les lieux, les Rolex évidemment. Rien n'est laissé au hasard. Cette précision, elle n'est pas descriptive. Elle construit un univers où chaque objet devient un marqueur du statut de Bond, de son goût, de sa maîtrise. Et le luxe n'est pas un décor, c'est un langage. Il faut savoir choisir, savoir reconnaître, savoir apprécier. Et pourquoi on apprécie Bond ? Parce qu'il est capable d'être dans un resto 5 étoiles et de s'éclater, et de se lever et de se retrouver dans la boue, et de manger des feuilles et de survivre et de flinguer les mecs. Vous voyez ? C'est ça qui fait Bond, c'est qu'il peut s'extirper à tout moment de ce raffinement, mais il sait aussi en profiter. Et je trouve ça, c'est un exemple. Cette esthétique du raffinement, elle est constamment, comme je vous dis, mise en tension avec une violence perpétuelle. Les scènes de torture, par exemple, ne sont pas atténuées. Elles sont décrites avec une certaine frontalité. Mais cette violence ne détruit pas le cadre élégant dans lequel elle s'inscrit, elle le contamine. C'est fascinant. On se retrouve dans un espace où le danger est d'autant plus fort qu'il est contenu, intégré, presque normalisé. Le casino, les hôtels, les salons deviennent des lieux ambigus, à la fois civilisés et profondément hostiles. Et c'est la scène dans le film où ils sont au casino, et puis t'as le chef d'État africain qui se ramène, je sais pas s'il est chef d'État, mais il se ramène, et là ça finit en bagarre à main nue à la machette. C'est d'une violence brutale. Et c'est cette combinaison en fait qui définit durablement le mythe de Bond. Un mythe, je dis, qui est quasi universel. Une opposition implicite se met en place entre un modèle occidental fondé sur le contrôle, la mesure, la sophistication, et une menace perçue comme instable, excessive, imprévisible. URSS, groupe terroriste, peu importe. Cette opposition, elle n'est pas seulement politique, elle est esthétique, voire anthropologique. Elle structure la manière dont le roman présente ses personnages, ses lieux et ses conflits. Donc je vous propose de commencer l'analyse en parlant de Ian Fleming et de ses influences occultes.
Alors commençons. On va s'arrêter sur un aspect souvent mentionné mais rarement traité avec rigueur, le rapport de Ian Fleming à l'ésotérisme. Je ne dis pas à l'occultisme qui est un terme pour moi vulgaire, grossier et malsain, fourre-tout, qu'on utilise pour rien. Alors l'ésotérisme aussi, vous me direz, mais c'est pas grave. Je vous renvoie à ce qu'en dit René Guénon sur l'occultisme et comment le terme a été détourné, ainsi que l'ésotérisme. Pourquoi on va parler de ça? Parce qu'il y a eu une mode en Angleterre, vous connaissez sûrement Christopher Lee et sa bibliothèque bien fournie, c'est aussi un ancien militaire de haut niveau. Il ne s'agit pas de faire de Casino Royale un texte occulte, au sens strict, ni un texte ésotérique. Je vous rappelle, ésotérique, c'est-à-dire qu'il nécessite une initiation pour être compris. Mais de constater que l'imaginaire de Fleming s'inscrit dans un environnement culturel où ces références circulent, souvent de manière diffuse, parfois très superficielle. Je vous rappelle quand même, on en reparlera peut-être un petit peu après, que l'Angleterre, c'est le pays d'Aleister Crowley, pour vous dire où on se situe au niveau du rat des pâquerettes. Mais néanmoins, du coup, persistante cette influence. Fleming s'intéresse à un certain nombre de traditions ésotériques, notamment à la magie, à la Kabbalah, évidemment, comme Madonna, non pas comme un initié structuré, mais comme un lecteur curieux, attiré par les systèmes symboliques et les logiques de codage. C'est tout à son honneur. Certains auteurs comme Philip Gardiner, vous pouvez lire The Bond Code, ont avancé l'idée que ces romans contiendraient des éléments inspirés de la tradition gnostique ou alchimique. Ça, on ne peut pas vraiment le nier, je pense, et je vais essayer de le démontrer. Voire des jeux de correspondance plus élaborés. Il faut quand même rester prudent avec ce type d'interprétation, on est souvent à la limite de la surlecture et de la surinterprétation, mais ce qui est indéniable, c'est que Fleming évolue dans un milieu où ces références existent et circulent, ça on ne peut pas le nier. Et du coup, ça nourrit une certaine esthétique du secret, du chiffre, du code, du symbole et de la dissimulation, ce qui sied assez bien au monde de l'espionnage, vous en conviendrez. Cette fascination pour le coder, pour le cacher, va trouver un écho direct dans la figure historique de John Dee. C'est un mathématicien alchimiste et conseiller de la reine Élisabeth Ier. La fameuse signature 007 lui est parfois attribuée dans ses correspondances secrètes. Les 2 zéros étaient interprétés comme des yeux, for your eyes only, et le 7 comme un chiffre à valeur protectrice. Intéressant. La filiation avec Bond est séduisante, mais elle reste aussi incertaine. D'autres hypothèses, plus prosaïques, relient ce code à des documents de renseignement du XXe siècle. Ce flou est révélateur. Il va montrer à quel point l'univers de Bond se prête à une lecture symbolique, même lorsque les intentions initiales sont un peu moins claires. On en parlait tout à l'heure, à regret, je ne pensais pas aborder ce sinistre personnage sur la chaîne, mais on va le faire avec toutes les précautions qui vont bien. Le cas de Crowley est encore plus parlant. Fleming le rencontre pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est souvent avancé que Crowley aurait inspiré en partie le personnage de Le Chiffre. Alors ça va que c'est un méchant. Là encore, il faut nuancer. Crowley est une figure fascinante pour certains, mais aussi profondément ambiguë, et son influence réelle sur Fleming est difficile à mesurer précisément. Ce qui est certain en revanche, c'est que sa présence contribue à installer une atmosphère particulière, celle d'un monde où le pouvoir ne se limite pas aux politiques ou aux militaires, mais touche aussi à des formes plus obscures, plus symboliques, parfois théâtrales, et parfois extrêmement occultes. Et là, on a bien vu ce qui se passait récemment avec certains dossiers déclassifiés. Et c'est ici qu'apparaît une caractéristique typique de la culture britannique de l'époque. L'Angleterre du XXe siècle entretient un rapport singulier à l'ésotérisme. Je vous ai parlé de Christopher Lee. Il existe un intérêt réel pour ces questions, il y a des sociétés secrètes, il y a des rituels, il y a la montée en puissance de l'astrologie, avant que ce soit la mode dans les magazines de programmes télé, on a des horoscopes, il fallait bien que la mode monte, puisque je vous rappelle que c'est une aberration doctrinale, l'astrologie telle qu'on la lit aujourd'hui, d'avoir un horoscope, c'est une aberration, personne de sensé ne peut prendre cela au sérieux, ou encore à la magie. Mais cet intérêt reste souvent fragmenté, hétérogène et rarement systématisé. On peut citer des figures comme Maxwell Knight, officier du renseignement britannique et amateur d'occultisme, qui aurait inspiré le personnage de M, ou encore des personnalités comme Sybil Leek, fréquentées dans certains cercles. On va quand même se permettre de dire à quel point tout cela restait en surface. Contrairement, il n'y a pas de, je suis désolé de le dire, je fais une petite parenthèse, mais il n'y a pas de René Guénon britannique. Nous, on a René Guénon en France, les Italiens, ils ont Evola, les Anglais, ils ont Crowley. Bon, super. Il y en a d'autres qui ont Blavatsky, vous pourrez me dire c'est presque pire. Ce contexte, du coup, que je viens juste vous donner, permet de comprendre que c'est pas délirant de parler d'ésotérisme dans la littérature anglaise de la moitié du XXe siècle, même au début du XXe siècle. Il y a quelque chose en Angleterre sur les cercles lettrés avec ce sujet,
Et c'est pas anodin, c'est parce que aussi l'Angleterre c'est le pays de l'anglicanisme. L'anglicanisme a toujours cherché à remonter aux sources hébreuses, donc à toucher à la Kabbalah. Et quand on commence à tripoter à la Kabbalah et qu'on n'a pas le niveau, je suis désolé de parler comme ça, on va commencer à tripoter à droite à gauche et faire ce qu'on appelle littéralement du New Age. Donc on va utiliser ce contexte et on va commencer à se dire, ok, c'est quand même bizarre les noms qu'il y a dans James Bond. On va juste essayer de les creuser et faire une lecture initiatique de l'œuvre avec la symbolique maçonnique. Parce que je suis persuadé, et je vais essayer de le démontrer, c'est l'objet de cette analyse. Je ne suis pas en train de vous dire Ian Fleming dit ci, Ian Fleming dit ça. Je suis en train de vous dire que c'est mon analyse de James Bond et que ça m'a l'air omniprésent et que c'est très peu abordé. Je vous invite à vous renseigner. On va faire la structure initiatique du roman et les analogies maçonniques en commençant par le rang d'apprenti. C'est marrant puisque ce sont tous les rangs qui sont sur les bagues des cigares Hiram & Solomon qu'on dédicace. Et l'objet de tout ça, c'est aussi de pouvoir parler de maçonnerie, sans les clasher de trop, mais en rappelant quand même que cela est incompatible avec une foi chrétienne authentique. Bref, si on adopte maintenant cette hypothèse de la lecture initiatique, Casino Royale peut être compris non plus simplement comme une succession d'événements, mais comme un parcours structuré. Et c'est mon objectif, la démontrer cette logique. Ce parcours, dans les étapes, présente des analogies frappantes avec certains schémas rituels, et du coup particulièrement maçonniques. Il s'agit plus et donc s'il y a des mecs de loge qui nous écoutent, les frères des loges, salut à vous, et mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette analyse. Il ne s'agit pas d'affirmer une intention explicite et systématique de Ian Fleming, mais de constater que la progression du personnage de Bond suit une logique qui dépasse le simple récit d'espionnage, comme je le disais en introduction. Le point de départ, il va être essentiel. Casino Royale met en scène la première mission de Bond en tant qu'agent 00. Ce statut, qui lui donne le droit de tuer, la fameuse license to kill, marque une rupture. Avant cela, Bond n'est pas encore pleinement intégré dans le système. Alors, le droit de tuer, chaque soldat a le droit de tuer dans le contexte du droit international de la guerre, évidemment. Là, c'est plus une appréciation de tuer sans avoir un ordre hiérarchique direct, dans une situation qui n'est pas un conflit armé réglé sur un champ de bataille. Vous comprenez bien, et sans menace directe. Donc il y a quelque chose. C'est un droit qui existe. L'assassinat est une pratique de beaucoup d'États. On ne fait pas exception en France, je vous rassure. On a des services spécialisés pour ça, notamment un certain service action de la DGSE. Mais c'est fort le 00 là dont on parle. L'obtention du 00 fonctionne comme une forme d'entrée dans un ordre. C'est littéralement ça, une espèce de chevalerie secrète, avec ses privilèges mais aussi ses exigences. Certains ont pu voir dans ce 00 une symbolique de l'ouverture, voire de la vision, un peu comme une manière de suggérer que l'agent va accéder à une nouvelle perception, comme s'il ouvrait les yeux, le 00, comme dans certains rituels initiatiques. Je vous rappelle qu'on commence son parcours de maçon les yeux bandés, et ensuite on ouvre les yeux. Et là, James Bond accède au 00. Là encore, on va rester prudent. Je vous rappelle, je suis prudent et j'insiste, c'est une interprétation. Cette entrée s'accompagne immédiatement d'une mise en tension entre des forces opposées. Dans la version filmique, du coup, le grand film, le choix d'un début en noir et blanc a souvent été commenté pour sa dimension esthétique. Et si on le lisait symboliquement ? Le contraste entre ces deux pôles évoque une dualité fondamentale. Lumière, obscurité, vie, mort, ordre et chaos, que l'initié doit apprendre à traverser et à maîtriser. Et qui c'est qui chasse Daniel Craig au début du film ? Un mec qui bossait avec le MI6. Donc c'est difficile de savoir où est le bien, où est le mal. Dans la tradition maçonnique, cette idée est souvent matérialisée par le pavement mosaïque, le damier noir et blanc sur lequel évolue le candidat, par rapport au temple de Salomon justement. Il ne s'agit pas simplement d'un décor, mais d'un enseignement. Comprendre que le monde est structuré par des oppositions, une dualité, une dichotomie fondamentale, et que le jeu n'est pas de les supprimer, mais de les intégrer. Ce passage ne peut pas du tout se faire sans une phase de dépouillement. Et dans les rituels d'initiation, le candidat est traditionnellement privé de ses métaux, déchaussé, parfois partiellement dénudé. Ce geste symbolise une forme de mise à nu au sens matériel et spirituel. L'individu abandonne ses protections, ses signes extérieurs, pour se présenter dans un état de vulnérabilité. Et justement, dans Casino Royale, cette dimension apparaît de manière brutale dans la scène de torture infligée par le chiffre. Avec la fameuse phrase je ne la citerai pas, mais comme ça tout le monde saura que vous êtes mort en me grattant les... Magnifique, c'est magnifique, les dialogues sont magnifiques. Bond n'est pas du tout à ce moment-là l'agent maîtrisé qu'on a vu au début du récit.
Il est immobilisé, exposé, il est nu, réduit à son corps, frappé dans ce qu'il a de plus intime, bijoux de famille, littéralement, et il a l'air très mal. Même s'il se maîtrise, il continue son humour. Regardez la tête qu'il fait. Daniel Craig fait une interprétation magistrale. Cette scène, elle est souvent lue sous l'angle de la violence, mais elle peut aussi être interprétée comme un moment de rupture initiatique. Bond perd ses certitudes, ses illusions de contrôle, et il est confronté à une forme de réalité nue, sans médiation aucune. Cette expérience de la vulnérabilité s'accompagne d'un autre motif central, celui de l'aveuglement temporaire. Dans de nombreux rituels, le candidat est conduit les yeux bandés, ce qu'on appelle le hoodwink, pour signifier son état d'ignorance initiale, je vous l'ai dit. Il voit pas encore, il comprend rien, et c'est cette obscurité qui rend possible le fait qu'il va accéder ultérieurement à la lumière. Dans le roman, Bond traverse une situation comparable. Il est capturé, ligoté, privé de liberté. Il est placé dans une position où il ne maîtrise plus rien. Donc si vous avez déjà été attaché les mains dans le dos, il n'y a plus grand mouvement, si vous voulez. Alors si en plus vous avez les pieds attachés au pied d'une chaise, à part tomber de la chaise, sauf si elle est vissée au sol, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, l'analogie n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais elle est structurante. Avant de pouvoir voir, il faut passer par une phase où on est plongé dans une forme d'obscurité. La bande ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui se passe. Ce qui se dessine alors, ce n'est pas simplement une série d'épreuves physiques, mais un véritable parcours de transformation. Bond ne sort pas de Casino Royale identique à ce qu'il était au début. Il a franchi un seuil, traversé une mise à nu, expérimenté la perte de contrôle et l'exposition à la violence, et il est qu'au début de ses épreuves. Voilà, et vous allez voir comment la suite du parcours va consister à comprendre ce que cette épreuve produit réellement. On va passer à la phase de compagnonnage maçonnique. Après cette première phase de rupture et de dépouillement, le parcours de Bond ne s'arrête pas à la simple survie de l'épreuve. Il entre dans une seconde dynamique bien plus subtile, moins spectaculaire, mais tout aussi essentielle du coup, celle d'une transformation progressive qui va correspondre, dans une lecture analogique, à ce que la tradition maçonnique va désigner comme le degré de compagnon, fellowcraft. Dans cette étape, il ne s'agit plus seulement de subir, mais de comprendre. Là, Bond, c'est fini, il ne faut plus juste qu'il subisse. Donc sa castration, entre guillemets, il faut qu'il comprenne. Le compagnon n'est plus dans l'ignorance initiale de l'apprenti. Il commence à structurer son rapport au monde, à intégrer des principes, à donner une forme à son expérience. Les symboles associés à ce degré, donc c'est le niveau de chantier, pour ceux qui ont fait un peu de chantier, et le fil à plomb, qui renvoie du coup à des idées d'équilibre, de mesure et de rectitude. C'est la balance, ça tient droit. Autrement dit, il s'agit moins de puissance que d'orientation. Apprendre à se tenir droit dans un monde qui ne l'est pas. Tenir debout dans un monde de travers spécial dédicace au traité d'éthique. C'est précisément ce qu'on observe chez James Bond au cours de Casino Royale. Au début du récit, il est encore proche de ce que Fleming lui-même décrit comme un instrument. Efficace mais relativement brut au service d'une mission définie par d'autres. Et en fait, ce qui va transparaître dans l'œuvre, j'espère que vous comprenez où je veux en venir, c'est que James Bond, d'un agent brut qui exécute, va commencer à réfléchir, à souffrir de ses décisions. Donc à sombrer dans l'alcool et tout, jusqu'à sa rédemption finale dans No Time to Die. Et dans les romans, c'est un peu moins spectaculaire que ça. Or, à mesure que l'intrigue progresse, quelque chose se modifie. Bond ne va plus juste exécuter. Il va commencer à réfléchir aux implications de ses actes. Et cette évolution, elle apparaît notamment dans son rapport à la violence. La mission qui lui est confiée pourrait, dans une logique purement opérationnelle, être menée de manière directe, voire expéditive. Mais Bond, il va hésiter. Il envisage des solutions, il en écarte d'autres, il s'interroge sur la légitimité de ce qu'il fait. L'idée d'empoisonner le chiffre, par exemple, n'est pas traitée comme un simple geste technique. Elle devient un problème. Derrière l'action, il y a une question implicite. Que vaut une vie humaine dans ce contexte ? Et surtout, qu'est-ce que cela implique pour celui qui l'apprend ? C'est une petite différence du coup avec le film, puisque dans le film, la question ne se pose pas. Et James Bond d'ailleurs se fera empoisonner avec la magnifique scène où il se fait empoisonner, il va vite manger du sel, Quand on soupçonne d'être empoisonné, il faut vite prendre du sel parce que ça fait vomir. Et du coup, il se retrouve dans la voiture en se réveillant d'une quasi-mort. Il demande à Vesper est-ce que ça va. C'est lui qui lui demande si elle va bien. J'ai trouvé ça génial. Cette interrogation marque une rupture importante du coup dans le roman. Bond n'est plus seulement dans l'efficacité. Il va entrer dans une forme de conscience morale. Il ouvre les yeux, 00, rappelez-vous. Cela ne signifie pas qu'il devient un personnage hésitant ou paralysé. Il perd pas sa virilité, James Bond, rassurez-vous. Mais que son rapport à l'action se complexifie. Il commence à percevoir les limites de la logique purement instrumentale dans laquelle il était initialement inscrit. Comme disait Gray Fox,
We're not tools for the government. Au moins, moi, je me suis battu pour mes propres idées. Et parallèlement, cette transformation passe par une autre forme d'épreuve, moins visible, mais qui est tout aussi importante, vous allez le voir, celle de la maîtrise de soi. La scène du baccarat, et du poker, du coup, dans le film, ne doit pas être comprise uniquement comme un moment de tension narrative. C'est un exercice. Et c'est magnifiquement écrit, et la scène dans le film aussi magnifiquement jouée. Le jeu exige une concentration extrême, une capacité à calculer, anticiper, dissimuler ses intentions, résister à la pression. C'est le meilleur jeu d'espion en fait, que ce soit le poker ou le baccarat. Il ne s'agit plus de force physique, mais de contrôle intérieur. Dans cette perspective, la confrontation avec le chiffre prend une dimension particulière. Elle ne se réduit pas du tout à un affrontement entre deux adversaires, mais c'est une mise à l'épreuve de la stabilité de Bond lui-même. Chaque décision, chaque mise, chaque regard participe d'un processus où va en fait se jouer bien plus que de l'argent. Il s'agit de maintenir une ligne, de ne pas céder à l'émotion, de rester aligné malgré l'incertitude. On va retrouver ici, sous une forme transposée, l'idée d'un apprentissage des facultés intellectuelles et morales. Le compagnon, dans la tradition initiatique, développe ses capacités, affine son jugement, apprend à se situer dans un ensemble de relations complexes. Bond, dans le cadre du jeu, fait exactement ça. Il ne va pas seulement gagner parce qu'il a de la chance ou de l'habileté, mais parce qu'il parvient à maintenir une cohérence intérieure face à une situation instable. Et ainsi, cette deuxième phase du parcours ne repose plus sur la destruction des illusions, comme c'était le cas dans l'épreuve initiale, mais sur leur dépassement. Bond commence à comprendre le monde dans lequel il agit et surtout à comprendre la place qu'il y occupe. Et en fait, même dans le film, on le voit commencer à se questionner, notamment quand il couche avec la femme de Dimitrios et que celle-ci se fait torturer et tuer à cause de lui. Et donc, sa réaction, c'est d'être dans le déni face à M. Il dit « je m'en fiche complètement, c'est pas mon problème ». Mais on voit dans le regard qu'il se passe quelque chose. Et en fait, ce qui est fascinant avec James Bond, c'est les derniers mots de James Bond du roman. Pas tout à fait dans le film, parce que dans le film, c'est « My name is Bond, James Bond ». Mais dans le roman, et vous allez comprendre pourquoi ils sont puissants, je ne les révèle pas encore. Bref, après le compagnon, messieurs, qu'est-ce qu'il y a ? Le grade de maître. Le maître, dédicace à Alain Bauer, grand maître du Grand Orient de France. Si on poursuit du coup cette lecture, la dernière phase du parcours, c'est ce que la tradition maçonnique désigne comme le degré de maître, la maîtrise, c'est le moment décisif, celui où l'initiation cesse d'être une progression linéaire pour devenir une épreuve de rupture totale. Et dans ce troisième degré, alors c'est pas comme ça que c'est divisé, mais ce troisième grand degré, on va dire, catégorie de degré, la figure centrale, c'est bien sûr Hiram Abif, l'architecte du temple de Salomon, assassiné pour avoir refusé de livrer son secret, puis symboliquement relevé. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là ? Ce récit ne doit pas être compris comme un simple mythe bidon, là on parle de la Bible, messieurs, dames, mais comme une structure. Il met en scène une mort nécessaire, suivie d'une forme de renaissance, qui n'est pas un retour à l'état initial, mais un passage à un autre niveau d'être. Je vous envoie à René Guénon, les états multiples de l'être. C'est précisément ce schéma que l'on retrouve transposé dans le Casino Royale. Donc vous pouvez me dire, tu surinterprètes. Mais quand on voit à quel point James Bond va gagner en lucidité ou autre, on peut dire que c'est un parcours initiatique universel, etc. Mais si on couple avec les éléments que je donne au fur et à mesure, le contexte dans lequel écrit Ian Fleming, pour moi, ça ne fait plus de doute. Le chiffre et la torture infligée par lui sont bien plus qu'un moment de violence extrême. Ça fonctionne comme une mise à mort symbolique. Bond est immobilisé, brisé, réduit à une pure souffrance, on en parlait tout à l'heure. Le fait qu'il survive ne doit pas masquer la nature de cette expérience. Il ne triomphe pas du chiffre par sa force ou son intelligence. Il est sauvé extérieurement, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, presque arbitrairement, par l'intervention d'un agent de Smersh ou de Spectre du coup, ou de Quantum. Cette absence de maîtrise est essentielle. Il n'a pas été le maître de son destin à ce moment-là. Elle signifie que Bond ne peut pas se définir uniquement par sa capacité à agir. Il est confronté à une dimension du réel qui échappe à toute stratégie. La véritable transformation ne se produit donc pas au moment de la torture elle-même, mais dans ce qui suit. On a parlé de la torture tout à l'heure. Là, on va parler de la convalescence. D'abord, ça introduit une phase de suspension. Bond n'est plus dans l'action, il est en espèce de fauteuil roulant. Il sort la phrase légendaire quand Vesperline lui dit « Même s'il ne restait que ton petit doigt, je t'aimerais toujours ». Et là, James Bond lui répond « C'est parce que tu sais ce que je peux faire avec mon petit doigt ». Beaucoup diront que c'est vulgaire.
c'est d'une précision, je trouve, sur le fait qu'il veut toujours être en contrôle, qui est exemplaire. Il lutte contre ce grade de maître qui doit lâcher un peu de lest sur le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, leur relation va ouvrir une possibilité pour James Bond, celle d'une sortie d'une autre vie, d'un abandon de son rôle d'agent secret. Et c'est cette possibilité qui sera détruite. La trahison de Vesper, puisqu'elle le trahit, ne constitue pas seulement un retournement narratif, c'est une seconde rupture, plus profonde encore que la première, qui fait plus mal que se prendre une corde sur les bijoux de famille. Là où la torture avait détruit le corps, la trahison atteint le cœur, la confiance, l'attachement, la capacité même à croire en une alternative. C'est ça qui va le faire accéder au grade de maître. Et c'est à ce moment-là que s'opère la véritable mort initiatique, celle de l'individu tel qu'il aurait pu être et tel qu'il aurait voulu être. Et ce qui va émerger alors n'est pas un Bond restauré, mais un Bond transformé comme Hiram. Il abandonne l'idée d'un équilibre personnel, d'un bonheur possible en dehors de sa fonction, de sa mission, entre guillemets. Il accepte pleinement ce qu'il est devenu, un agent au service d'un système, non plus par naïveté ou par automatisme, mais par choix, il assume. Et comment se finit, je vous l'ai teasé tout à l'heure, comment se finit le roman Casino Royale? The job is done, the bitch is dead. Et vous vous rendez compte des mots finaux de James Bond pour son premier roman? The job is done, le travail est fait, the bitch is dead now. La bitch, on va pas traduire, est morte. Ça veut pas dire que James Bond n'a pas de sentiments. Ça veut dire qu'il décide de ne pas avoir de sentiments. Vous voyez la nuance? Cette phrase, souvent perçue comme brutale, marque un basculement intérieur de folie. Elle vise pas seulement Vesper. Elle signale qu'une partie de James Bond est mort. S'il y a des hommes adultes qui m'écoutent en ce moment, vous savez que pour passer du statut d'enfant à homme, il faut perdre une partie de soi-même. Ça peut être à cause d'un décès important, d'un traumatisme terrible, d'une expérience très dure. On perd une partie de nous-mêmes. Et c'est au moment où on perd cette partie de nous-mêmes qu'on devient en fait pleinement nous-mêmes. Mais il y en a aussi qui peuvent sombrer. Et ça, c'est un choix. Dans la tradition du troisième degré, l'initié est confronté à la perte du mot, c'est-à-dire à la disparition d'une vérité immédiate évidente. Il doit entreprendre une quête, non pas pour retrouver ce mot tel quel, mais pour accéder à une compréhension plus profonde, plus complexe. Dans Casino Royale, justement, James Bond traverse une expérience comparable. Il découvre que les catégories simples, bien et mal, ami-ennemi, ne suffisent plus, que ce soit dans le roman ou dans le film. Le monde est traversé par des ambiguïtés, des trahisons et des zones grises. Et c'est cette prise de conscience qui va constituer une forme de lumière au sens initiatique du terme. Double zéro. Non pas une révélation consolante, mais une lucidité. Bond comprend que son rôle ne consiste pas à incarner une morale pure, mais à maintenir un équilibre instable dans un monde conflictuel. Il va plus chercher à être juste au sens absolu, Bond, à ce moment-là, mais à être efficace dans un cadre où la justice elle-même n'est plus perceptible et devient problématique. C'est difficile de ne pas se positionner moralement. Et c'est ça quand on n'a pas de logique verticale. Enfin, cette transformation, elle va s'accompagner d'une forme de transmission implicite. Dans les rituels, le maître reçoit des outils symboliques qui lui permettent de travailler la pierre, c'est-à-dire de poursuivre son propre perfectionnement et d'agir sur le monde. Dans le cas de Bond, ces outils ne sont pas matériels mais conceptuels. Il acquiert une compréhension plus fine de son rôle, de ses limites, de la nature du conflit dans lequel il est engagé. Et de ce fait, le parcours de Casino Royale peut être lu comme une progression complète, une entrée marquée par le dépouillement, une phase de structuration morale et intellectuelle, puis une épreuve de mort, de renaissance, qui transforme définitivement le personnage. Apprenti, compagnon, maître, vous avez compris, je pense. C'est plus seulement l'histoire d'un agent qui réussit sa mission, c'est celle d'un individu qui, à travers une série d'épreuves, devient autre chose et paye le prix de cette transformation. Et là, vous vous dites, ça y est, le mec qui nous a montré, il y a un parcours initiatique, bon, ça peut être un peu universel, etc. Super, super, sauf que maintenant, je vais vous montrer pourquoi le livre et le film sont bourrés de symboles. Bourrés de symboles qui ne sont pas anodins. Voilà. Et on va le dire. C'est pas seulement une structure, mais ce sont des motifs symboliques qui sont dans l'œuvre. Le premier de ces signes, on a parlé, c'est le 007. Je ne vais pas le redévelopper. Le deuxième, dont on n'a pas parlé, c'est M. M, qui a déjà, ça pourrait faire un peu mystère si ça, mais non. M, la figure de M, que même dans les films de Daniel Craig, elle est très ambiguë, M.
D'où le fait que dans Skyfall, il y a un agent qui vient se venger de M pour ce qu'elle lui a fait subir. C'est jamais vraiment dit, mais on voit qu'elle a un rapport très bizarre à ses agents. Et c'est une femme, c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce supérieur désigné par une simple initiale reste en grande partie abstrait, lointain, elle est un peu humanisée dans les films quand même, et la comparaison avec la relation entre John Dee, dont on a parlé tout à l'heure, et la reine Elisabeth Ier, qui signait ses lettres d'un M, et exigeait une loyauté exclusive, excusez-moi, c'est pas une coïncidence. Bond ne rend pas des comptes à une institution diffuse, mais à une figure concentrée, presque personnifiée, qui incarne en fait le MI6 pour lui, et qui ne va pas hésiter à se frotter avec les politiques. Donc le ministre de la Défense, c'est le Premier ministre. Cela crée une structure verticale, où l'autorité est à la fois distante et absolue, rappelant de manière analogique certaines formes d'organisation initiatique, où le rapport au maître est fondamental. M, master. Mais c'est sans doute dans la scène centrale du roman que cette dimension symbolique se cristallise le plus clairement, c'est le jeu baccarat ou poker. Là encore, il ne s'agit pas seulement d'un moment de tension narrative, le casino devient un espace ritualisé. Le tapis vert, la disposition des joueurs, la répétition des gestes, le silence, la attention portée aux moindres détails, tout concourt à créer une atmosphère qui dépasse le cadre d'un jeu. Le baccarat ou le poker, du coup, fonctionne alors comme une épreuve codifiée. Bond doit s'y maintenir dans un état particulier, ni emporté par l'émotion comme on l'a dit, ni détaché au point de perdre le fil, mais dans une forme de présence contrôlée. Et ça rappelle de manière transposée certaines attitudes attendues dans des contextes initiatiques, avancer, agir, mais sans perdre l'équilibre intérieur, d'où des épreuves de marche dans la maçonnerie. Le hasard lui-même n'est pas éliminé, mais intégré comme une composante du réel, à laquelle il faut s'adapter sans se laisser submerger. Et enfin le chiffre 7, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais dans de nombreuses traditions, y compris les traditions abrahamiques, le 7 c'est l'ordre, c'est le chiffre de la perfection, de la finitude. Dieu crée le monde non pas en 7 jours, mais par 7 jours. C'est ça la traduction hébreuse littérale. Et on le retrouve dans des structures symboliques variées, 7 jours, 7 étapes, 7 degrés, 7 vertus, dans un cadre maçonnique qui renvoie notamment à l'idée d'un accomplissement progressif, structuré. Là encore, il ne s'agit pas du tout de prouver une intention explicite, mais de constater une résonance qui commence à être de plus en plus forte. Et c'est précisément cette superposition du coup entre récit d'espionnage et structure de signes qui rend possible cette lecture initiatique. On va voir s'il y a des motifs un peu plus discrets du coup. Alors je m'étais noté de parler de la figure du damier, mais on l'a déjà bien fait avec l'opposition constante, bien mal, la dichotomie qui est dans tout le roman. Le deuxième motif, c'est pendant la scène de torture infligée par le chiffre. C'est quoi qu'il utilise ? Un nœud. C'est un nœud qu'il utilise pour frapper les parties intimes de James Bond. Alors il y a une fonction narrative, briser Bond, psychiquement, psychologiquement, etc. Mais sur un plan symbolique, cette scène peut être rapprochée de la logique initiatique inversée. Là où dans un cadre rituel, le cordon, c'est-à-dire le cable tow, marque une mise en dépendance symbolique, ici la contrainte devient pure violence. Et on a déjà parlé de sa portée du coup dans le chemin initiatique. Et un autre élément qui est extrêmement important, Vesperlinde. C'est l'élément aquatique qui introduit une dimension différente, presque apaisée mais profondément ambiguë. L'eau apparaît à plusieurs moments clés du roman, notamment à travers le cadre de la Royale des Eaux. C'est pour ça que Casino Royal avec un E, c'est pas une faute. C'est que c'était le casino de la Royale des Eaux. Et surtout dans la scène finale liée à Vesperlinde. Traditionnellement, l'eau est associée à des fonctions de purification, de passage ou de transformation. Elle lave, elle efface, elle permet de recommencer. Chez les musulmans ou les juifs, vous avez les ablutions rituelles. Chez les chrétiens, vous avez le baptême, qui est l'ablution rituelle suprême. Mais chez Fleming, cette symbolique, elle est ambivalente. La mer n'est pas seulement un lieu de renaissance, elle est aussi un lieu de disparition. On coule. La mort de Vesper dans l'eau ne purifie pas Bond au sens classique. Elle le transforme, mais en le durcissant. Ce n'est pas une renaissance vers une forme supérieure de sagesse, mais un basculement vers une forme de désenchantement. L'eau ne régénère pas, elle va clore quelque chose chez Bond et lui arracher quelque chose. On pourrait dire que c'est là que Casino Royale se distingue le plus d'une lecture initiatique classique. Tous les éléments sont présents, épreuve, dualité, mise à nu, passage par l'eau, mais leur signification est instable. Ils ne conduisent pas à une élévation claire parce qu'elle dépend du libre arbitre du personnage. Elles conduisent à une transformation plus sombre, plus ambiguë. Est-ce que James Bond est meilleur à la fin de Casino Royale ou est-ce qu'il est plus cynique et plus malsain ? Et là où ça va d'autant plus loin, c'est que, et je trouve ça génial, parce que rien n'est laissé au hasard dans le roman et ni dans le film,
C'est quoi Vesper? Dans quel mot français on a Vesper? Vespro, c'est les vêpres. C'est quoi les vêpres? C'est des chants liturgiques du soir. C'est littéralement le soir, les vêpres. Ce sont des chants qu'on fait à Dieu le soir, c'est un crépuscule. Et en fait, Vesper représente le crépuscule de James Bond. Et il est hanté par cette mort et par cette trahison, si bien que dans la suite, du coup, Quantum of Solace, son but, c'est de se venger de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est obsédé par l'organisation Spectre, ou l'autre nom dans le roman. Donc ça représente à la fois un soir, et si on cumule le fait que le symbole du soir complète le symbole inversé de l'eau pour James Bond, qui l'amène vers son crépuscule, mais on se dit qu'en fait, effectivement, c'est par cette souffrance qu'il va sortir purifié pour sortir vraiment grandi, ou alors on est en train d'assister à sa chute. Et donc se pose la question, est-ce un récit initiatique ou contre-initiatique? Et c'est pour ça que je suis fan de No Time to Die, puisque pour moi, ça donne une rédemption au personnage de James Bond. Voilà, je vous ai livré mon interprétation avec beaucoup de passion, parce que moi je suis un grand fan de Casino Royale, qui, j'espère l'avoir démontré, ne se contente pas de raconter une mission de James Bond. Parce qu'il n'a même pas de mission, James Bond. Il ne sait même pas vraiment qui chasser, il a des ordres qui sont imprécis, et il met en scène une transformation, ce livre et ce film. Mais une transformation qui laisse derrière elle une zone d'ombre irréductible. James Bond va traverser des épreuves qui rappellent les structures classiques de l'initiation, dépouillement, souffrance, confrontation à la mort, puis retour. Mais est-ce que ce retour en est vraiment un? Non, c'est une rupture. Parce que ce qui s'impose progressivement dans l'œuvre, c'est pas seulement la violence du monde, ni même la fragilité des liens humains, mais c'est une logique beaucoup plus profonde, celle du secret. Le monde de l'espionnage n'est pas seulement un univers professionnel particulier, c'est un régime d'existence. On dit que les médecins donnent leur vie pour leur métier, demandez-vous ce que donnent les espions, ils donnent même leur santé mentale. Tout y est structuré par le non-dit, par le dissimulé, par le fragmentaire. L'information n'est jamais complète, la parole n'est jamais transparente, la vérité elle-même est divisée, la communication est codée, compartimentée, hiérarchisée, on ne sait jamais tout, et surtout on ne doit jamais tout savoir, c'est le besoin d'en connaître qui régit cet univers. Et dans cet univers, le secret, c'est pas un accident, c'est une condition de vie, et c'est pas anodin. Parce qu'une initiation repose toujours d'une manière ou d'une autre sur une gestion du secret. Ce qui est caché, ce qui est révélé, ce qui est réservé à certains. Mais dans une perspective spirituelle classique, ce secret a une fonction de médiation. Il prépare à une révélation, une vérité plus haute, à une lumière qui finit par se donner. Et dans Casino Royale, le secret ne débouche pas sur la révélation, il se referme sur lui-même. James Bond va apprendre, certes, il comprend des choses que les autres ignorent, c'est vrai, il voit derrière les apparences. Mais cette connaissance ne le libère pas, elle va l'isoler. Elle l'oblige à entrer plus profondément encore en lui-même, et plus profondément encore dans un monde où la vérité est toujours partielle, manipulée, et en fait toujours stratégique. Le secret n'est donc plus un rite de passage, comme il l'était traditionnellement, mais un enfermement. Et on peut comprendre la haine du secret pour les traditions chrétiennes notamment, puisque, comme l'a dit Jésus dans l'Évangile, on ne met pas la lampe sous le boisseau, sinon elle éclaire rien. Et c'est ici que le parallèle avec MGS3 et la trajectoire de Big Boss prend du sens. Tout repose sur des couches de dissimulation. Snake ne savait pas vraiment ce qu'il faisait là. Sur des missions dont les enjeux réels ne sont jamais entièrement dévoilés, sur des loyautés ambiguës. C'est pour ça que j'ai dit que le meilleur jeu de James Bond à ce jour, c'était MGS3. Et dans les deux cas, l'initiation, elle va passer par le secret. Et ce n'est pas anodin, mais je ne dirais pas qu'MGS3 est une œuvre maçonnique, par contre je dirais que James Bond est une œuvre maçonnique sous bien des aspects. Et de ce fait, la question finale pour moi que pose Casino Royale n'est peut-être pas seulement celle de l'initiation, mais de ce qu'il en reste dans un monde où le secret a remplacé la révélation générale. En fait, les choses étaient beaucoup plus lisibles avant l'avènement des nouvelles technologies, de l'espionnage moderne, etc. Et c'est aussi ça que pose la question de James Bond, c'est qu'est-ce qui reste après les 2 guerres mondiales de ce monde-là, où tout est secret, tout est manipulation de l'information, etc. Quelle place reste-t-il à l'homme pour exister? Qu'est-ce qu'une connaissance qui ne se partage pas? L'existence de Spectre, par exemple, qui est une espèce de société secrète dans le film, qui manipule les gouvernements, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qu'est-ce qu'une transformation qui n'ouvre pas à la vérité
Mais à une solitude encore plus grande et un malheur terrible, James Bond sort détruit de Casino Royale. Il sort transformé, oui, plus fort, mais enfermé dans ce qu'il sait. Et finalement, il finira le roman dans un déni total, ou dans une vérité, on ne sait pas. En disant « The bitch is dead now, the job is done ». Le travail est fait, mais qu'est-ce qui reste de James Bond? C'est sur cette ouverture que je laisse cette analyse, et je vous invite à tous à lire le livre, le premier, donc Casino Royale, et les autres aussi, bien sûr, et à voir le film de Daniel Craig. Je vous remercie pour votre attention. The name's Bond. James Bond.